du webinaire régional que nous avons fait le 17 février dernier, qui est en ligne sur notre site internet. Mais à la suite de ce webinaire, nous avons souhaité faire une déclinaison départementale de ce webinaire régional pour justement coller au plus près des structures et du terrain. Donc le 26 mars, il y a déjà eu les Pyrénées-Orientales, le 1er avril, le Gard. Le 8 avril aujourd'hui, eh bien, c'est le Lot et il nous restera le Tarn-et-Garonne qui est encore à venir et dont la date n'a pas encore été fixée. Alors, je vais d'abord remercier l'ensemble des intervenants qui ont bien voulu intervenir sur ce webinaire pour vous donner un maximum d'informations et pouvoir échanger avec vous. Donc, d'abord, je remercie Madame Laurence Thur, qui est sous-préfète du Lot et référente relance pour le département du Lot et qui va donc nous parler du plan de relance et nous détailler un peu les appels à projets qui nous concernent, nous, dans l'économie sociale et solidaire. Bonjour à Madame Thur. Faites un petit signe. Bonjour. Voilà. Merci aussi à Madame Béatrice Massoulard, qui est responsable de l'unité départementale de la Directe dans le Lot, qui va également nous présenter des mesures pour l'emploi. Bonjour Madame Massoulard. Je vous laisse, voilà. Bonjour à tous et à tous. Voilà. Et puis, également avec nous, France Active, Midi-Pyrénées Active, en la personne de Michael Curto, qui est chargé de financement à France Active et qui nous présentera plus spécifiquement le plan urgence ESS. Exactement, enchanté. Bonjour tout le monde. Voilà. Eh bien, à l'issue de la présentation de ces différentes interventions, ce que nous vous proposons, c'est qu'il y ait un temps d'échange, de questions-réponses, soit que vous mettiez dans le chat, soit que vous posiez oralement aux différents intervenants. Donc, je vous propose qu'on commence. Il n'y a pas de questions particulières avant le démarrage. Et je laisse la parole à Madame Thur pour les premiers éléments sur le plan de relance et les appels à projets. Très bien. Rebonjour à tous. Vous me permettrez de garder mon masque puisque je suis avec un de mes collaborateurs qui est également en charge avec moi du plan de relance à la sous-préfecture de Figeac. Donc, je suis Laurence Thur, je suis sous-préfète de Figeac et je suis également, comme vous l'avez précisé, référente pour le plan France Relance pour le département du Lot. Je voulais tout d'abord vous remercier, Madame Karmarek, et Madame Carême également, pour l'organisation de ce webinaire, parce qu'il est important aussi que nous ayons un maximum de relais sur le terrain, sur le territoire, pour déployer le plan France Relance. Et l'économie sociale et solidaire, eh bien, c'est un axe important du plan. Donc, merci à vous pour l'organisation de cette rencontre. Alors, ma présentation, je vais la faire en 3 parties. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Tout d'abord, de vous présenter le plan de relance et sa déclinaison au niveau du Lot. Ensuite, nous ferons un coup de projecteur sur quelques mesures en faveur du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, je vous présenterai également la façon dont nous travaillons dans le Lot et l'accompagnement qui vous est proposé. Sur la première slide, je ne sais pas si on peut voilà, mettre en… Voilà. Donc, vous pouvez actionner la deuxième et arriver voilà, directement sur le plan France Relance qui a été présenté le 3 septembre dernier en Conseil des ministres et qui a 2 caractéristiques importantes. Tout d'abord, c'est un plan inédit quant à son ampleur. Vous le voyez, hein, c'est un plan à 100 milliards d'euros avec 3 axes qui ont été identifiés, qui sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion, et qui sont dotés chacun d'environ un équivalent de 30 à 35 milliards d'euros. Donc, le secteur de l'économie sociale et solidaire est particulièrement concerné par l'axe cohésion. Toutefois, on verra dans le reste de la présentation que les 2 autres axes prévoient également des mesures en faveur de ce secteur d'activité. Et puis, deuxième caractéristique, c'est un plan dont le déploiement est territorialisé. Alors, territorialisé, ça veut dire que pour permettre justement la transformation profonde de notre pays afin de répondre aux défis de long terme que sont la transition écologique, que sont la compétitivité et la cohésion, il faut s'appuyer sur la concertation
entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Ceci dans le but unique d'identifier les projets, de mobiliser les financements du plan France Relance et de pouvoir lever tous les obstacles. Alors, comment est-ce que c'est organisé? France Relance, c'est organisé au niveau national, puisque nous avons un comité de suivi au niveau national qui est présidé par le Premier ministre. Et puis, au niveau régional, il y a également une déclinaison, et vous en avez parlé tout à l'heure avec le sous-préfet à la relance, Romain Garot. Et puis, il y a effectivement une déclinaison au plus près du territoire, puisque France Relance, eh bien, ce sont tous les services de l'État dans les départements qui sont sous l'autorité du préfet de département, eh bien, qui participent à la mise en œuvre de ce plan de relance. Et donc, ce qui explique aujourd'hui ma présence parmi vous, c'est que j'ai été donc désignée sous-préfète chargée du plan de relance pour le département du Lot et chargée donc de coordonner toutes les actions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui suis le point d'entrée pour toute question que vous pourriez vous poser, pour les porteurs de projets. C'est moi qui suis le point d'entrée et le point d'aiguillage, parce que je ne vais pas travailler tout seul, je vais travailler avec l'ensemble des services de l'État. Mais en tout cas, ça sera, et vous le verrez tout à l'heure dans mon troisième point, comment est-ce qu'on peut se contacter mutuellement. Je vous donnerai toutes les indications. Voilà, donc très bien. Le slide sur les résultats dans le département. Alors, on a un bilan qui est d'à peine 6 mois, hein, puisque France Relance, c'est une annonce, comme je le disais, en septembre, c'est des débuts en octobre. Donc, c'est un bilan d'à peine 6 mois, mais déjà, on voit que dans le Lot, les effets concrets sont là. Puisque, vous le voyez, nous avons déjà dans la compétitivité, le soutien à l'industrie, eh bien, 6 entreprises. Une 7e va rejoindre la liste des lauréats, mais nous avons 6 entreprises qui ont été lauréates sur un montant, vous le voyez, de 10,3 millions d'aides. Donc, ce qui est très, très important. Il y en a 2 dans l'aéro et 2 dans l'automobile, hein, pour vous donner un peu une idée des secteurs d'activité. Il y a aussi un soutien qui est très important au projet des collectivités locales. Vous le voyez, en 2020, ce sont 22 projets qui ont été soutenus par l'État à hauteur de 4,8 millions de soutien. Et en 2021, eh bien, cela se poursuit puisqu'il y a un axe fort de rénovation énergétique des bâtiments publics. Et ce sont 6,1 millions d'euros qui ont été attribués pour le Lot. Et donc, nous avons eu une première salve de projets qui ont été comment dire, mis en lumière, donc, et 12 autres qui sont en cours de validation. Alors, je dis en cours de validation parce que, en fait, c'est sur proposition du préfet de département, mais c'est le préfet de région qui nous accorde les aides sur la dotation de soutien à l'investissement local. Et puis, vous le voyez, il y a aussi le patrimoine qui est aussi valorisé avec, pour le château de Montal, de 2,9 millions d'euros. Alors, pour avoir tous ces résultats dans le département, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que les liens soient importants avec les partenaires économiques. C'est pour cela, en fait, que ce webinaire est important. C'est pour justement que l'on puisse tous se connaître et que tous les projets puissent nous être remontés pour les aiguiller au mieux. Alors, à titre d'information, depuis le début de la crise sanitaire, Monsieur le préfet du Lot a réuni à plusieurs reprises et continue à le faire, les membres des différentes filières qui peuvent être impactées par la crise sanitaire, et cela se poursuit pour informer justement toutes ces filières des mesures du plan France Relance. Et puis, nous verrons un peu plus tard, mais donc, il y a eu l'installation du comité de pilotage France Relance le 8 décembre dernier, au cours duquel, eh bien, la plupart des filières ont été, voire quasiment la totalité des filières ont été conviées pour justement bénéficier d'une information au plus près du terrain. Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, quels sont les résultats pour l'économie sociale et solidaire? Alors, le plan de relance pour l'inclusion, il est financé à hauteur de 300 millions d'euros.
Et ce plan, il vise près de 5000 entreprises, 5000 entreprises inclusives, dont 4000 structures d'insertion par l'activité économique et environ 800 entreprises adaptées. Ça représente 180 000 salariés en insertion ou en situation de handicap. On voit que ce plan, il a connu un tel succès qu'il a été augmenté de 20 millions d'euros supplémentaires en décembre 2020. Donc, c'est important à signaler. Et vous dire qu'effectivement, nous avons 8 lauréats dans le lot. Là, vous avez la carte en fait, de l'Occitanie et on voit qu'effectivement, nous avons 8 projets qui ont été lauréats. Et je crois savoir, et peut-être qu'elle pourra en parler tout à l'heure, que l'association Regain doit être avec nous dans ce webinaire. Peut-être que je crois que c'est la vice-présidente qui est avec nous. Elle pourra peut-être nous parler de son expérience et comment elle a vécu justement le dépôt du dossier et comment ça s'est passé pour elle. Mais en tout cas, voilà, on a voulu mettre en lumière 2 lauréats qui sont différents. L'association Posophilao, qui intervient dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales, et puis l'association Regain qui intègre des publics éloignés de l'emploi. Donc vous voyez, ce sont 230 000 euros de soutien qui ont été injectés. Voilà. Donc pour les mesures, ça c'est mon deuxième point, quelles sont les mesures en faveur du secteur de l'économie sociale et solidaire? Tout d'abord, vous dire que le secteur de l'économie sociale et solidaire, il bénéficie de l'ensemble des mesures que sont le fonds de solidarité, l'activité partielle, et on aura l'occasion de détailler tout ça avec Madame Massoula, les exonérations de charges sociales et les éventuels reports fiscaux. Ça, ce sont les mesures, j'allais dire, générales qui s'appliquent à toute entreprise ou association qui pourrait en avoir besoin. L'objectif aussi d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez nous signaler si jamais il y avait des difficultés que vous auriez pu rencontrer ou que les adhérents pourraient rencontrer dans la perception ou dans la mise en place de ces mesures. Ça, c'est important. Ensuite, ça, ce sont les mesures générales. Je sais que vous avez la mesure du dispositif urgence ESS qu'on développera tout à l'heure avec France Active. En tout cas, donc, il y a un dispositif qui est général et un dispositif qui est spécifique. Ça, enfin, le caractère transversal, si vous voulez, de l'économie sociale et solidaire fait qu'on va retrouver de nombreuses mesures dans les différentes thématiques du plan de relance. Et vous verrez sur la slide, puisque le PowerPoint vous sera ensuite diffusé, que si on clique justement sur l'hyperlien, vous aurez en fait l'intégralité de toutes les mesures, voilà, sur tous les appels à projets. L'objectif aujourd'hui avec vous, c'est pas de tous les faire, mais au moins de voir quels sont ceux qui sont les plus importants pour vous. Et j'ai identifié quelques thématiques que je voulais évoquer. Tout d'abord, le soutien aux associations. Alors, le soutien aux associations, ça passe par le plan de lutte contre la pauvreté. Alors, c'est un plan, comme vous le voyez, de 100 millions d'euros pour des projets structurants dans la modernisation des structures associatives de lutte contre la pauvreté. Là, alors, c'est un plan qui a eu beaucoup de succès, puisque vous voyez qu'en Occitanie, nous avons 262 projets qui ont été déposés. Pour le Lot, c'est une dizaine de projets qui ont été déposés. Alors, les résultats, parce que l'appel à projet est terminé, alors il devait y avoir 2 volets, c'est-à-dire que ce plan de 100 millions, il devait être sur 2 ans. Or, il a été victime de son succès et je pense que sur 2021, nous aurons l'intégralité des crédits qui étaient alloués à ce plan vont être en fait complètement consommés. Donc, nous allons avoir, je crois que c'est demain, donc le 9, oui, demain, les résultats de la première vague seront annoncés par le ministre des Solidarités et de la Santé. Et puis, il y aura une seconde vague, mais cette seconde vague ne sera pas, il n'y aura pas d'autres appels à projets, c'est-à-dire ce sont les
les candidatures qui ont été transmises, qui vont bénéficier, si vous voulez, de la deuxième vague. Il n'y aura pas de nouvelle ouverture pour ce plan, mais il méritait d'être souligné. En tout cas, nous, sur le département, nous avons une dizaine de projets qui ont été déposés. Un autre appel à projet dans le cadre des associations, c'est l'appel à projet pour la création et le développement des tiers-lieux favorisant l'accès à l'alimentation des personnes hébergées à l'hôtel. Donc là, vous voyez, ces créations de tiers-lieux, de cuisine partagée, de lieux de restauration mobile. Alors, pour qui, vous voyez à chaque fois, donc on a dit quoi, pour qui et comment. Et à chaque fois, justement, lorsque vous cliquerez sur l'hyperlien, vous aurez toutes les démarches à accomplir pour pouvoir aider les entreprises ou les associations à candidater sur ce type d'appel à projet. Donc là, la deadline, c'est le mois de juin. Il y a aussi une thématique qui est extrêmement importante, c'est l'inclusion numérique. Dans l'inclusion numérique, il y a les conseillers numériques du territoire. Alors, effectivement, ce sont des chargés de mission qui sont financés à hauteur de 50 000 € par l'État. Ceci pour que le maximum de nos concitoyens s'approprient les outils numériques. C'est en fait un recrutement et une formation de conseillers, des conseillers médiateurs. Là, vous le voyez, pour qui? C'est pour les associations, les collectivités, les EPCI, les entreprises de l'ESS. Et comment? Là, vous pouvez directement vous mettre sur l'adresse. Et c'est une plateforme. Vous remplissez donc le dossier sur la plateforme. Et alors, vous dire que les premiers lauréats, puisque vous voyez qu'il y en a 4000 qui pourront être désignés, les premiers vont intervenir entre demain et lundi. Donc, on aura une première salve de conseillers numériques là dans les tout prochains jours. L'inclusion numérique aussi, c'est développer les fabriques de territoire. Et on voit qu'il y en a 150 prévues dans les territoires ruraux. Donc, ce sont des soutiens financiers sur 3 ans. Sur des tiers-lieux têtes de réseau qui sont capables d'augmenter la capacité d'action des autres tiers-lieux du territoire. Alors, c'est soit des financements de lieux qui existent, qui souhaitent justement élargir leurs services, mais aussi des lieux en projet dans des territoires qui ne sont non pourvus pour le moment. Donc là, ce sont des candidatures. Là aussi, vous avez une plateforme jusqu'à la fin 2021. Donc, jusqu'à fin 2021, vous pouvez candidater. Et en fait, il y a des candidatures sont annoncées. Là, les prochaines, c'est le 30 juin. Ensuite, ça sera le 30 septembre. Et pour finir, le 30 décembre. Donc, par vague régulière d'annonces, on va dire. Troisième thème que je souhaitais aborder, c'est le tourisme durable. Alors, tourisme durable, vous voyez, c'est un fonds de 50 millions d'euros, finançant une partie des coûts liés à l'émergence, maturation et à la réalisation, donc plutôt de l'ingénierie de l'investissement, de projets donc de tourisme durable. Vous voyez, ce sont les opérateurs du tourisme, y compris donc associations, les SEM, et les candidatures. Alors là, ce sont des dossiers qui sont instruits par l'ADEME. Donc, c'est l'ADEME qui instruit ces dossiers. Vous voyez déjà que nous avons quelques lauréats sur cet appel à projet tourisme durable. En culture et alimentation, vous voyez que c'est quand même assez diversifié. Toutes les thématiques sont assez diversifiées pour l'ESS. Agriculture et alimentation, donc développer l'alimentation locale et solidaire, avec une enveloppe pour le lot de 110 000 € pour le développement de projets locaux, permettant là aussi d'avoir un circuit court. Et là aussi, donc, pour qui les producteurs ayant des démarches collectives de structuration de l'approvisionnement, les associations, les PME, les TPE. Là aussi, les intercos peuvent candidater.
Et là, les candidatures doivent parvenir à la DDT, qui est le service instructeur pour l'État, avant le 31 juillet 2021. Il y a aussi tout un volet, mais ça, je laisserai peut-être Madame Massoulard intervenir sur le soutien à l'emploi des jeunes, parce que voilà, c'est plutôt la thématique que… Alors, Madame Massoulard, c'est plus, tout à l'heure, je vous corrige, c'est plus la directe maintenant, mais c'est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Et Béatrice Massoulard en est la directrice adjointe. Donc, je la laisserai intervenir sur le soutien à l'emploi des jeunes, mais c'est aussi le plan Un jeune, une solution qui est important et qui doit être valorisé dans le cadre de ce plan de relance. C'est d'ailleurs la thématique que nous avons choisie, mais je vous en parlerai un peu plus tard, sur notre lettre « Relancer le Lot », qui est une lettre mensuelle du préfet que je vais développer dans les quelques minutes qui suivent. Donc voilà, pour le soutien à l'emploi des jeunes, sachez qu'il y a 9 millions, vous le voyez, 9 milliards investis sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez le chiffre des contrats d'apprentissage et des aides à l'embauche des jeunes. Et voilà, je laisserai pour le reste Béatrice développer plus avant. Enfin, ma troisième partie, c'était de voir comment est-ce qu'on travaille avec vous tous. Comment est-ce qu'on peut nouer ces liens? Comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Comment est-ce que l'on travaille? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le préfet du Lot a installé le 8 décembre dernier un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, eh bien, il intègre bien évidemment les élus, les collectivités, les grands élus, les parlementaires, mais aussi bon nombre de filières, que ce soit les filières du BTP, que ce soit le commerce, il y a les chambres consulaires, et la CRES sera invitée au prochain COPIL qui doit avoir lieu d'ici la fin du mois d'avril. Donc, on invite un maximum de personnes parce que l'idée, c'est de diffuser de l'information, mais c'est aussi d'en récolter. C'est-à-dire que le plan de relance, c'est bien évidemment vous informer des mesures qui sont celles déployées par le gouvernement, mais c'est aussi être à votre écoute pour savoir quelles sont vos difficultés au quotidien et comment est-ce que nous, on peut vous aider à les résoudre. C'est un échange. Donc, pour le déploiement de France Relance dans le Lot, c'est la slide suivante. Voilà. Comme ça, vous savez, donc je suis la référente pour le département. Nous avons sur le site internet de la préfecture du Lot une rubrique plan de relance. Cette rubrique plan de relance vous permet d'avoir l'intégralité des appels à projets. Alors là, c'est l'intégralité, c'est-à-dire la centaine d'appels à projets qui existent. Voilà, vous l'avez. Vous avez donc le lien qui permet de rejoindre cette… Donc, on a tous les appels à projets, on a tous les lauréats. Vous avez aussi, dans le cadre de cette rubrique, vous avez l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter, qui est une adresse donc mail de contact pref-plan-relance@lot.gouv.fr. Avec cette adresse-là, vous pouvez nous saisir d'un projet. Au regard des éléments que vous nous aurez transmis, on prend contact avec l'entreprise, l'association qui a le projet. On voit effectivement si il y a besoin de travailler en mode projet. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas toute seule à travailler et à décider et à orienter les entreprises ou les associations ou toute structure qui voudrait bénéficier d'une mesure France Relance. Mais on se met en mode projet avec les autres services de l'État pour vous informer, pour vous aiguiller sur l'appel à projet qui correspond le mieux à votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas à en user, en abuser. C'est fait pour ça. C'est fait pour que vous puissiez prendre contact avec nous. C'est aussi pour faire remonter des difficultés. C'est cette adresse-là qu'il faut utiliser. Sachez que si je suis la référente France Relance sur le territoire du Lot, eh bien, mes collègues sous-préfets, le sous-préfet de Cahors, qui est également secrétaire général, et la sous-préfète de Gourdon,
eh bien, font le même travail que moi, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu d'implantation du projet ou du lieu de la structure qui nous saisit, eh bien, chacun, nous allons travailler avec les porteurs de projet et en mode projet si besoin. Si on a besoin de réunir une petite équipe autour d'un projet, on le fait, bien évidemment, pour vous apporter les solutions les plus précises. Et puis enfin, comme je le disais, nous avons mis en place, le préfet a mis en place donc une lettre. Alors, c'est une lettre qui se présente comme ça, c'est un feuillet, ben, vous en avez un petit ça c'est la deuxième, c'est notre lettre numéro 2, celle de mars, qui justement parle de l'emploi, avec un petit édito de Muriel Henry, directrice territoriale de Pôle emploi du Lot, et de Béatrice Massoula, donc, qui interviendra après, sur ben voilà, un petit focus sur l'emploi, où on parle du plan Un jeune, une solution, les emplois d'insertion, et où on fait, eh bien, vous voyez, comment dire, on fait des zooms sur certaines mesures du plan de relance qui peuvent être utiles pour vous. Et, voilà, là, je vois la gendarmerie pour les jeunes, voilà, les entreprises avec une interview d'un jeune qui témoigne, aussi d'une entreprise qui témoigne, qui a utilisé le plan Un jeune, une solution. Donc, vous voyez, quelque chose de très pratique et que je vous enverrai aussi. Je profiterai voilà, de la CRES pour faire passer également cette lettre qui mérite aussi d'être diffusée. Voilà. Donc, voilà, j'ai été peut-être un peu longue. Voilà, je répondrai à toutes les questions. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner les présentations ou si on fait un jeu déjà de questions-réponses. C'est comme vous le souhaitez, mais en tout cas, je suis à votre disposition. Je pense qu'on va plutôt enchaîner parce qu'il y a peut-être des réponses qui vont être apportées aussi par les autres intervenants, mais gardez bien vos questions de façon à les poser. Peut-être juste, Madame Turc, concernant cette lettre, elle est en ligne, sinon après, à chaque fois, ou comment on se la procure? Parce que nous pouvons passer celle-là, mais ensuite pour… Alors, comme vous allez être maintenant des invités des différents copiles, en fait, vous allez avoir la lettre à chaque invitation. Donc, vous allez être invité au prochain copile du 21 avril, qui aura lieu bien évidemment en distanciel. Et vous serez destinataire de cette lettre d'information. Et on vous enverra aussi la première. D'accord, voilà. Très bien. OK. Alors, du coup, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur les mesures spécifiques. Merci, Madame Turc, bien sûr, à l'emploi avec Madame Massoulard. Alors, moi, je vais encore dire direct, mais vous allez corriger. Je n'ai encore pas noté l'acronyme, donc j'y arrive pas. Moi non plus, je n'ai pas l'habitude encore, ne vous inquiétez pas. Et puis, quand on s'était vu, effectivement, quand on s'était eu au téléphone, nous étions encore en mode direct puisque cette modification et cette réforme est intervenue de façon toute récente depuis le 1er avril. Donc voilà, et pardonnez-moi si j'utilise encore par facilité de langage les termes de direct. Donc moi, je vais effectivement évoquer les mesures d'accompagnement dans les mesures d'emploi d'accompagnement. J'ai choisi de vous en faire une présentation en deux temps, en vous parlant des accompagnements dits défensifs et puis des accompagnements plus offensifs, véritablement avec un axe plus relance, mais en faisant un petit peu le distinguo de ce distinguo. Et je ferai également un focus sur un troisième volet, qui est le plan de relance de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, puisque l'IAE fait partie intégrante de l'ESS, que les services de l'État sont très présents auprès des structures de l'IAE et dont certaines sont également présentes autour de cet écran, et je les salue. Donc effectivement, comme l'a expliqué et comme l'a dit Laurence Turc, les entreprises de l'ESS bénéficient et ont toutes sollicité quasiment des mesures de droit commun que sont l'activité partielle. Alors, cette activité partielle
qui existait précédemment sous le vocable de chômage partiel, a été renforcé dès le premier confinement au mois de mars. Et je vais dire qu'à chaque mesure de renforcement des mesures sanitaires, les dispositifs d'accompagnement évoluent, et nous avions notamment sur l'aspect indemnisation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir et ce que vous devez sans doute avoir en tête, c'est que on a plusieurs groupes de structures employeurs qui vont bénéficier selon qu'elles remplissent, selon qu'elles sont soit des activités inscrites dans ce que l'on appelle les secteurs protégés. Donc typiquement, c'est tout le secteur de l'hôtellerie et tout le secteur de la culture, du tourisme qui est fermé de façon assez, sur une période très, très longue. Donc tout le secteur touristique. Le secteur qui implique l'accueil du public et dont l'activité est partiellement ou totalement interrompue du fait des fermetures administratives ou des couvre-feux. Donc, les nuances sont parfois subtiles. Et ensuite, les entreprises qui ne relèvent pas de ces secteurs-là, mais qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60%. Donc, ces entreprises-là bénéficient d'une prise en charge de l'activité partielle à hauteur de 100% de ce qu'elles versent à leurs salariés. Et ce qu'elles versent aux salariés, c'est 70% de la rémunération de ces salariés. Donc, c'est ce secteur-là qui est donc pour lequel on a régulièrement des décrets qui prolongent cette période d'accompagnement particulier, puisqu'ensuite, lorsque cette période, cette crise sanitaire aiguë, j'allais dire, sera terminée, eh bien, on repassera dans le droit commun de l'activité partielle, donc avec des prises en charge moins importantes. On a également, depuis le 1er avril, on a le sujet qui revient des gardes d'enfants. Donc, sachez que dans un décret du 31 mars ou du 1er avril, la garde d'enfants fait aussi partie de ces secteurs-là pour lesquels les employeurs auront un reste à charge égal à 0 en termes d'activité partielle. Donc, ils seront pris les salariés seront pris en charge donc à hauteur de 70%, et les employeurs auront un remboursement à hauteur de ces 70% de la rémunération, c'est-à-dire de 100% de ce qu'ils auront versé. On a toujours un autre sujet aussi, c'est celui des saisonniers. Donc, je vous donne l'information, enfin, qui n'en est pas une, mais on avait eu des interrogations sur le fait de savoir si les saisonniers, et si c'est une activité qui est très, très importante dans le Lot, pouvaient être pris en charge alors même qu'ils n'avaient pas eu encore d'activité. Et qu'ils étaient à Pôle emploi. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'arbitrage et la réponse est non. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que véritablement, ce dispositif, qui est un dispositif de droit commun, a des prises en charge qui ne sont pas forcément des prises en charge de droit commun et sont renforcées par rapport à la situation d'activité de crise sanitaire, et qu'au fur et à mesure donc, des mesures qui sont annoncées, les dispositifs et les mesures se suivent. Alors, on a une autre mesure d'accompagnement qui est censée prendre le relais de ce que l'on appelle l'activité partielle de droit commun, qui est l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Ce dispositif permet aux entreprises qui, sur une longue période, ne vont pas forcément retrouver l'activité qu'elles avaient avant la crise. Ce dispositif va leur permettre de cumuler en fait une activité réduite et une prise en charge au titre de l'activité partielle. L'enjeu, c'est de préserver sur une longue période les compétences qu'elles ont souvent sûrement difficilement acquises. C'est typiquement le secteur de l'aéronautique et de l'automobile, mais ça ne leur est pas réservé.
Et donc, moyennant un accord d'entreprise, ces entreprises-là vont pouvoir bénéficier sur une période de 24 mois d'activité partielle avec une prise en charge à des taux très intéressants puisque c'est une prise en charge au taux de 60% ou de 70%. Donc, activité partielle de longue durée. La procédure est un petit peu différente puisque je vous disais qu'il faut signer un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux. Comme il s'agit d'un accord, c'est un accord qui va être déposé dans les services de l'ex-direct, donc dans nos services, et qui doit faire l'objet d'une homologation par nos services. Donc, en principe, il n'y a pas de difficulté et sur à peu près la vingtaine d'accords que l'on a reçus, et on les a tous homologués. Et si jamais il y a des difficultés, c'est véritablement des ajustements très, très mineurs. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui est très intéressant. Pour les entreprises qui sont en activité partielle ou pour les entreprises qui sont en activité partielle de longue durée, il y a un dispositif qui est très intéressant que peut-être certains d'entre vous autour de la table ou autour de l'écran ont déjà utilisé, c'est le FNE Formation. L'enjeu de cette période difficile, qui est une crise économique, qui est une crise sanitaire, mais qui est également une crise économique, c'est véritablement de conserver la compétence des salariés au sein des entreprises. Pour ce faire, vous avez la possibilité de mettre vos salariés en formation et de faire bénéficier vos salariés de formation en lien avec les OPCO, et le FNE, le dispositif, prend en charge les coûts pédagogiques associés à ce départ en formation de vos salariés. Donc, encore dans des conditions financières qui sont très, très, très intéressantes. Donc, le FNE Formation, c'est aussi un dispositif qui existe depuis longtemps, mais qui est renforcé de par la crise sanitaire. Je vous ai dit que j'allais faire une présentation entre accompagnement défensif et accompagnement offensif, entre les deux, entre l'offensif et le défensif, mais qui peut s'articuler sur les deux thématiques. On a aussi des accompagnements donc, par les services, des accompagnements via le financement de prestations. C'est l'appui RH, qui permet donc aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement par un consultant pour aider les entreprises à structurer leur service RH, pour les accompagner, pour par exemple mettre en place des entretiens professionnels, pour les accompagner, pour réorganiser soit le service RH, mais peut-être le service commercial pour être plus pertinent, plus offensif, pour répondre à des défis industriels de demain, pour accompagner les salariés sur de la prise en charge numérique, par exemple. Donc, l'État, les services de l'ex-direct, pardonnez-moi si je dis direct, mais c'est pour que vous compreniez, c'est ce volet accompagnement des entreprises. Ce sont ces services-là qui demeurent. On change de nomination, mais on garde nos missions et les interlocuteurs qui étaient les vôtres hier sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc, accompagnement donc, sur l'appui RH. Vous avez peut-être eu connaissance aussi d'un dispositif qui a été mis en place et qui est toujours en vigueur, qui est l'accompagnement de l'ARACT, de l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, qui s'appelait Objectif Reprise. Donc ça, c'est un accompagnement plus sur l'aspect conditions de travail. Typiquement, c'est crise sanitaire, développement de l'outil télétravail. Comment je peux m'organiser, quelles sont les conséquences sur les conditions de travail de mes salariés. Donc là, vous avez soit des consultants de l'ARACT, soit des consultants extérieurs qui travaillent en partenariat avec l'ARACT, qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, l'ARACT, c'est agence régionale, donc c'est l'agence régionale d'une agence nationale, et donc c'est un marché qui a été passé entre le ministère du Travail et la Direction générale du Travail,
et l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc, qui a mis en place cet outil pour accompagner les entreprises et leurs salariés dans ces sujets. Et on a ensuite un outil qui est vraiment un outil qui est spécifique à l'ESS, qui est le DLA, qui est donc un dispositif de développement local d'accompagnement, qui est un dispositif qui est piloté chez nous et qui fait l'objet de dialogues de gestion qui vont avoir lieu là, je crois que c'est demain. Donc, c'est un dispositif qui est aussi bien connu par les structures de l'ESS du département, mais je souhaitais le citer parce que ce sont des dispositifs qui vous accompagnent aussi sur ces sujets RH et autres. Sur l'accompagnement dit offensif, on va effectivement retrouver un plan jeune et une solution, et plus largement tout ce qui est lié, toutes les aides à l'embauche. Alors, ce qu'il faut savoir, là aussi, on a les textes qui suivent le cursus de la crise sanitaire et qui vont s'adapter aux mesures sanitaires qui ont été décidées. Ainsi, on avait au mois de juillet 2020 la mise en œuvre d'aides exceptionnelles à l'embauche. Ces aides sont aujourd'hui prorogées jusqu'au 31 mai. Ça concerne donc l'aide à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Donc là, effectivement, ça, c'est tout le panel des mesures un jeune, une solution. Donc, aide à l'emploi des jeunes. Donc, pour mémoire, il s'agit d'une aide de 4 000 € sur un an, donc versée à trimestre échu pour les entreprises qui vont embaucher un jeune de moins de 26 ans, soit en CDD de plus de 6 mois, soit en CDI. On a également donc prorogation des aides exceptionnelles dans le cadre des emplois francs. Donc, les emplois francs, donc, ce sont des accompagnements. C'est une aide qui est versée à l'entreprise qui va embaucher un jeune de moins de 26 ans résident d'un quartier prioritaire de la ville. Donc, cette aide, elle est de 17 000 € sur une période de 3 ans. Et cette aide-là, elle a été également prorogée jusqu'au 31 mai. Prorogation jusqu'au 31 décembre des aides de soutien à l'apprentissage. Alors, ces aides de soutien à l'apprentissage pour les employeurs de jeunes apprentis, pour mémoire, donc c'est une aide de 8 000 € lorsque l'entreprise embauche un jeune de plus de 18 ans, et elle est de 5 000 € pour l'emploi d'un mineur. Donc ça, c'est une aide financière, mais rappelez-vous que depuis le mois de juillet 2020, donc, a été mis en œuvre un plan ambitieux de soutien à l'apprentissage, et vous l'avez vu tout à l'heure en fonction du nombre de contrats d'apprentissage qui a explosé. Donc, c'est que ces aides qui ont été déployées font preuve de leur efficacité. Donc, c'est une aide financière. C'est également une aide qui est servie désormais aux employeurs d'apprentis jusqu'à Bac+3. Précédemment, c'était des aides qui étaient plafonnées aux titulaires de bac. Et puis, ça permet aussi, donc ce renforcement de l'apprentissage permet aux jeunes qui rentrent en CFA de trouver un employeur jusqu'à 6 mois après la date, le moment où ils rentrent en CFA. Donc, plus de souplesse dans la mise en œuvre du contrat d'apprentissage. Autre soutien également, autre mesure donc, en faveur des jeunes, mais en faveur de l'ESS et en faveur de la relance, les contrats aidés. Donc, les contrats aidés, aujourd'hui, il s'agit donc de parcours emploi compétences que certains d'entre vous connaissent, et de CIE. Le CIE, c'est le contrat aidé qui va être mobilisé dans le secteur marchand.
c'est un dispositif qui existe depuis pas mal de temps, qui avait été arrêté depuis quelques années et qui est remis en œuvre depuis ces derniers mois, mais uniquement pour les jeunes. Donc aujourd'hui, on a deux types de contrats aidés. On a les contrats aidés traditionnels dans les structures associatives dans le secteur non marchand, donc que beaucoup connaissent. Et ensuite, donc là c'est tout public, hein. Et ensuite on a les CIE, donc contrat initiative emploi, pardon, à destination du secteur marchand, mais uniquement pour les moins de 26 ans. On a donc le gouvernement a souhaité renforcer ces contrats aidés avec donc des enveloppes, une augmentation d'enveloppes à la main des prescripteurs, hein, prescripteurs que sont Pôle emploi. On a tout confondu, on a une enveloppe de 466 contrats aidés pour le lot. On a 361 contrats aidés, donc PEC, parcours emploi compétences, donc pour le secteur non marchand, avec 182 qui sont fléchés pour les jeunes. Et donc, on a ensuite une enveloppe donc, du CIE de 105 jeunes pour l'année 2021. Donc, on a un bon niveau de prescription puisque à fin mars, nous avions déjà quasiment 70 contrats PEC qui étaient prescrits et une trentaine, donc la moitié de ces contrats à destination des jeunes, et on a 18 pour les CIE. Sachez également que l'on a, pour renforcer cette attractivité des contrats et vraiment favoriser l'emploi des jeunes, qui est l'objectif de ce plan Jeunes une solution, on a un nouvel arrêté préfectoral du préfet de région qui a prévu une prise en charge à hauteur de 80% de ces contrats aidés et de ces contrats PEC pour tous les territoires qui étaient en ZRR. Pour le Lot, on est quasiment sur tout le territoire en ZRR. Donc, ça veut dire que globalement, tous les contrats aidés, tous les PEC qui seront prescrits, que ce soit des jeunes ou des pas jeunes, auront une prise en charge à hauteur de 80%. Pour les CIE, en revanche, il n'y a pas de distinguo ZRR ou pas, et c'est une prise en charge identique je regarde mon anti-sèche, de 47%, pardon, pour les CIE jusqu'à 30 heures de contrat. Voilà ce que je peux vous dire sur les contrats aidés. Parmi aussi les dispositifs renforcés pour favoriser l'emploi des jeunes, c'est l'augmentation du nombre de places en garantie jeune. Donc, la garantie jeune, vous savez que c'est un outil qui est déployé par la mission locale qui permet d'accompagner des jeunes éloignés de l'emploi, mais pas trop, vers l'emploi durable. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, la mission locale avait 380 places en garantie jeune. Sur 2021, elle en a 500. Donc, avec des enjeux de développement importants. Voilà sur le droit commun de ce que je voulais vous dire, en gros, sur les aides et les mesures d'accompagnement mobilisées. Je voulais vous faire un petit focus sur le plan de relance sur l'IAE. Donc, le secteur de l'insertion par l'activité économique a été également fortement touché par la crise sanitaire. Et les structures de l'IAE ont toutes bénéficié dans le lot de l'accompagnement de l'activité partielle. On les a toutes eues, et en tout cas celles qui n'ont pas bénéficié, c'est parce qu'elles n'en avaient pas l'utilité, mais en tout cas toutes les structures ont été accompagnées par ce dispositif. Et a été mis en place également un plan de relance spécifique
qui a été donc piloté par les services de la Directe, avec de deux ordres. C'est ce que l'on a appelé, nous, le FDI axe 1 et le FDI axe 2. Donc, un premier niveau d'accompagnement via une aide forfaitaire qui a bénéficié à l'ensemble des structures pour leur permettre de couvrir une part des pertes d'exploitation et des surcoûts liés à cette période de confinement. Donc, une aide forfaitaire. Et ensuite, un deuxième volet d'aide forfaitaire, de financement, pardon, via le FDI, hein, le Fonds départemental d'insertion, le Fonds de développement et d'insertion, pardon, sur la base d'appels à projets. Et effectivement, Laurence Tur vous a présenté, a cité plusieurs lauréats de ces accompagnements. Il s'agissait soit d'accompagnement d'études de faisabilité, par exemple, soit d'aide à des projets d'investissement. Et là encore, je pense qu'il y a plusieurs structures autour de la table, autour de l'écran, qui ont bénéficié de ce dispositif. Ce plan de relance de l'IAE s'inscrit aussi dans un plan plus large de rénovation et de réorganisation et de restructuration de l'IAE qui s'appelle, et vous le connaissez, le plan Ambition IAE. L'idée, c'est une ambition qui est portée par le gouvernement depuis plusieurs années, c'est d'augmenter le nombre de places offertes dans les structures de l'IAE. Donc, ce soutien, il passe par le nombre de places, mais également par le soutien à l'investissement, on l'a vu, par le soutien également à la création de structures et également par l'accompagnement des structures pour permettre aux salariés qui sont dans ces structures d'aller plus facilement vers les entreprises dites de droit commun pour que ces personnes qui rentrent dans les structures de l'IAE bénéficient d'un accompagnement vers l'emploi durable, qui est l'objectif que l'on doit collectivement atteindre. Parmi également les éléments du plan jeune, on a un nombre d'emplois de jeunes qui sont fléchés pour entrer dans les structures de l'IAE. C'est 35 000 jeunes au niveau national qui vont être, pour lesquels qui vont rentrer dans les structures de l'IAE, sachant qu'en principe, ce n'est pas forcément des publics qui étaient fléchés dans les structures de l'IAE, puisqu'on considérait qu'il y avait des dispositifs alternatifs qui convenaient mieux aux jeunes. Mais dans ce pacte, dans ce plan ambitieux aussi d'emploi des jeunes, les jeunes vont pouvoir bénéficier de places dans l'IAE pour leur permettre d'avoir un parcours, nos fameux parcours sans couture, et d'avoir un parcours d'accompagnement, d'autres opportunités, d'autres solutions qui peuvent s'offrir à eux pour les accompagner vers l'emploi durable. Voilà, et ce sont des parcours de 24 mois maximum qui pourront leur être proposés. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue aussi, mais ça me paraissait important de vous donner tous ces éléments d'information mis en perspective à travers ce webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, je pense qu'on n'est jamais trop long parce qu'il y a beaucoup de mesures et que c'est intéressant de les ramasser comme ça dans un moment et de les mettre en lien. Puis vous avez aussi indiqué les prorogations, donc c'est intéressant aussi de savoir que des mesures, bien sûr, continuent d'exister ou sont prorogées. Donc je vous remercie beaucoup de cette intervention. Donc on garde là aussi les questions au chaud pour la fin. Et je passe tout de suite, sans transition, la parole à Michael Curto de France Active, qui va nous détailler le plan urgence ESS pour l'ensemble de ceux qui sont là, qui peut-être le connaissent déjà, mais c'est bien aussi de se rafraîchir un peu la mémoire et aussi de savoir comment on peut l'activer quand on en a besoin. Voilà, je te passe la parole, Michael. Mais écoutez, merci pour l'invitation et me permettre justement de pouvoir présenter le dispositif Urgence ESS. Donc en fait, le dispositif Urgence ESS,
est un dispositif qui a été initié par le secrétariat général à l'économie sociale et solidaire et qui est piloté d'un point de vue opérationnel par France Active au niveau national. Donc, il s'agit d'un dispositif qui est déployé sur tout le territoire français et qui est doté au niveau national d'une dotation de 30 millions d'euros. Sur le plan Midi-Pyrénées, parce que France Active missionne ces associations territoriales pour justement déployer l'urgence ESS, et France Active Occitanie intervient sur les 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées. On a reçu une première enveloppe d'une centaine de primes que je vais vous détailler un petit peu plus tard, le principe de cette prime. Et ça faisait partie de cette première tranche d'une dizaine de millions d'euros, de ces 30 millions d'euros que je vous ai présentés. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a reçu l'information que finalement toute l'aide était débloquée, ce qui fait que sur les 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir déployer un volume de 300 primes, concrètement sur tout le territoire qui nous concerne. En quoi consiste cette prime? Cette prime, en fait, elle se définit avec 2 enveloppes. Une enveloppe pour les structures de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi de 2014, qui sont des structures qui embauchent entre 1 et 2. Dans tous les cas, il faut que ce soit des structures employeuses, mais il faut qu'au niveau de leur structure ressources humaines, elles aient entre 1 et 3 salariés. Ce type de structures-là peuvent postuler à ce dispositif Urgence ESS pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une prime qui s'élèverait de manière forfaitaire à 5 000 euros. Les structures qui ont entre 4 et 10 salariés peuvent-elles solliciter ce dispositif pour pouvoir bénéficier, quant à elles, d'une subvention, d'une prime de 8 000 euros. Donc, il s'agit dans les faits d'une prime, d'une subvention qui s'adresse aux structures de l'ESS qui ont moins de 10 salariés et qui se distingue en 2 tranches, une tranche à 5 000 euros pour les structures de 1 à 3 salariés et une tranche de 8 000 euros pour les structures qui ont entre 4 et 10 salariés. Pour pouvoir postuler, en fait, le principe est assez simple. Il y a un site internet, je ne sais pas s'il s'affiche, normalement je fais en sorte de partager mon écran, sur lequel, en fait, de manière assez simple, les structures remplissent quelques éléments qui nous permettent ensuite, nous, d'avoir les coordonnées notamment et de pouvoir reprendre contact avec les structures de manière à ce qu'elles puissent formaliser un dossier de candidature. Ce dossier de candidature, il permet surtout à la structure de pouvoir elle-même réaliser ce que nous appelons chez nous un autodiag. Cet autodiag, elle nous le transmettent avec des éléments financiers, et notamment un plan de trésorerie prévisionnelle. Et l'objectif, c'est que cet autodiag nous permette d'identifier un degré comment dirais-je, de difficulté et de tension de trésorerie. Et la philosophie, en tout cas, de l'analyse que l'on fait, nous, derrière, pour accorder la subvention, est vraiment de prioriser, sous la forme d'un système de notation, les structures que l'on considère comme étant les structures ayant subi le plus de préjudice vis-à-vis de la crise. Voilà. Ce qui fait que, grosso modo, plus les structures auront eu une situation dégradée par rapport à la crise sanitaire, plus elles auront une notation en adéquation avec cette situation dégradée, et ce qui nous permettra d'identifier leur situation dégradée et de valider l'acceptation de la subvention. Donc, depuis la mise en place de ce dispositif, il y a des comités d'engagement qui se réunissent toutes les semaines, et qui se réunissent en général les lundis. Et ces comités d'engagement nous permettent effectivement de présenter les situations des associations qui nous soumettent leurs subventions, qui nous soumettent leur situation pour qu'on puisse acter cette subvention. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Si, on t'entend très bien, Mickaël. Ok, j'ai peur. On a bien eu ton partage d'écran également. Je te propose qu'on prenne les questions dans l'ordre des interventions qui ont eu lieu. Oui, bien sûr. Donc, sans plus attendre, hein, je vais vous passer la parole parce que je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire, sinon à dire qu'il y a évidemment un maximum de dispositifs et on vient le voir, y compris pour les toutes petites structures, parce que je pense qu'au début, c'était peut-être elles qui étaient passées un peu entre les mailles du filet.
donc ce dispositif d'urgence ESS au plus près du terrain, puisque comme tu l'as dit, c'est à travers vous et dans les départements qu'on va pouvoir en bénéficier. Coralie Mirabaï nous a mis dans le chat les liens aussi pour aller sur des informations sur ce dispositif. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que vous voulez lever la main ou prendre la parole? Je vous laisse un petit peu libre. Si on a cacophonie, on verra. Qui veut commencer pour les questions? Moi, j'avais une petite question, c'était par rapport à la présentation qui a été faite par Arthur au sujet du relance et de sa déclinaison territoriale. À un moment donné, sur un slide, on a parlé d'un plan de relance propre à l'agriculture et à l'agro, et dans une logique de valorisation des projets en circuit court. Je dis ça parce que nous, à notre niveau, on est quand même pas mal sollicité sur ce type de projet-là, parfois par des structures associatives ou coopératives, mais parfois par des sociétés commerciales. Ça reste des projets sous forme des petits projets, hein, plutôt des projets TPE, et souvent en création. Est-ce qu'à cette étape-là, ces projets-là peuvent solliciter le plan de relance ou, voilà, c'était ma question. J'espère qu'elle n'est pas trop à côté de la plaque. Alors, le plan de relance, normalement, c'est pour des structures qui existent déjà, puisque c'est relancé, mais dans le sens relancé, voilà. Donc plutôt des structures qui existent déjà. Maintenant, si vous avez la moindre question, là, toujours à point d'entrée, hein, vous pouvez écrire sur l'adresse mail. Mais tout en sachant que nous ne sommes pas service instructeur de ces... Ça sera la DDT, en fait. C'est la DDT qui suit tous les projets relatifs, notamment à l'agriculture et à l'alimentation. Ok. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous servir de la voix. Si jamais vous avez un sujet, ne pas hésiter à nous transmettre. On fera le lien avec la DDT qui se remettra en contact avec vous ou avec la... Super. Ok. Ok. Et j'avais une autre question. Oui, allez-y. C'est pas pour vous en l'occurrence, mais c'est plus pour la directe par rapport à au fonds départemental d'insertion. Donc j'ai noté qu'il y avait un plan de relance spécifique avec 2 axes. Un axe forfaitaire avec les un premier axe du fonds départemental d'insertion, je vais noter comme ça, avec un forfait par rapport aux pertes d'exploitation, et un deuxième axe avec plutôt une question d'appel à projet. Alors j'ai pris quelques notes, c'est peut-être pas hyper précis, mais du coup ça c'est un dispositif qui est présent uniquement sur le Lot, ou est-ce qu'il est déployé au niveau régional? Alors, j'aurais dû vous parler. C'est une intervention, comment vous dire, c'est des accompagnements, voilà, j'arrive, c'est des accompagnements qui ont été mis en œuvre pour toutes les entreprises, et pas que les entreprises du Lot, non, pour toutes les entreprises et structures de l'IAE en fin d'année 2020, avec ces fameux 2 axes. Donc, c'est toujours, si vous voulez, quand on parle d'accompagnement des structures de l'IAE, on a très souvent des enveloppes nationales. Enfin, on avait, pardonnez-moi, on avait des enveloppes, on a toujours des enveloppes nationales qui sont attribuées au niveau régional. Donc, je vous parle encore de la directe, puisqu'en fait, c'était des enveloppes régionales qui ensuite étaient attribuées en lien avec l'ensemble des départements aux structures des départements. Et là, effectivement, sur le premier axe, donc répartition forfaitaire, et deuxième axe en fonction des appels à projets. Ouais. Mais c'était sur 2020. En revanche, ce qui est toujours vrai, c'est la volonté d'accompagner le développement des structures, leur création, sauf que ça, c'est ce qui est écrit, mais le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier, et on est quand même toujours tributaire d'enveloppes régionales qui sont ensuite attribuées à des départements, mais quand ce ne sont pas des enveloppes véritablement départementales, ces enveloppes départementales, c'est la somme de tous les projets et de tout le financement des structures de l'insertion par l'activité économique dans le cadre de dialogues de gestion et de discussions âpres avec le niveau régional. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est bon, merci. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Vous pouvez ouvrir votre caméra du coup. Oui, alors Monsieur Alazar, je vous vois, c'est pour ça que je vous donne la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Vous m'entendez là? Très bien. Oui, j'entends parler beaucoup de dossiers qui doivent passer par la DDT. Et actuellement, moi j'ai cru comprendre sur beaucoup de dossiers, ils sont en retard parce qu'on a beaucoup de dossiers de permis de construire et tout, où on nous met des délais supplémentaires de 2 mois. Je vais voir si jamais sur les nouveaux dossiers, ça va être la même chose ou pas. Attendez, c'est pas du tout la même chose entre le permis de construire et le Oui, mais plan relance. c'est toujours le service de la DDT. Oui, mais Ouais. c'est d'autres personnes, Mais monsieur. d'autres personnes, ouais, ça ne sera pas le même, ça sera pas le Non. même service. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça sera traité dans les temps. De toute façon, il y a des deadlines. Non. C'est-à-dire qu'il faut voilà, D'accord. qu'il y ait une instruction à telle date, ça sera fait à telle date, bien évidemment. Voilà, donc. Pas de problème. Et j'avais une autre, enfin, c'est une question, c'est pas vraiment une question, mais moi j'ai eu un problème avec, par rapport au confinement, aux fermetures des écoles, avec des gens qui se retrouvaient chez leur employeur un peu menacés comme ils étaient en période d'essai, d'être menacés s'ils ne venaient pas travailler et qui perdraient leur emploi, qui ne seraient pas maintenus, quoi. Enfin, ça c'était un peu embêtant aussi puisqu'ils avaient été obligés de garder leurs enfants. Et ils se sont retrouvés un peu sous la menace de leur je ne citerai pas l'entreprise, hein, mais sur la menace de leur entreprise en leur disant: «Mais si vous venez pas travailler, on ne vous gardera pas pour la suite». Voilà. Ça, c'est dommage, c'est dommageable quand même en ces périodes. Bon, voilà, c'est juste une remarque de ma part. Voilà, pour moi, c'est tout. Donc, excusez-moi. Merci. Oui, donc, monsieur Barbet. Voilà, donc c'est une question pour monsieur Curto. Par rapport à l'aide dont vous avez parlé des 5 000 et des 8 000 euros. Alors, moi, je m'occupe d'un groupement d'employeurs, plus de 8 salariés. Et j'ai des utilisateurs qui sont principalement des associations qui, eux, portent les emplois, enfin, qui financièrement les emploient. Et est-ce que ces dernières pourraient être, malgré qu'elles ne soient pas employeuses, bénéficiaires de ce fonds? Alors, très clairement, hein, c'est les structures employeuses qui peuvent bénéficier. Donc, je sais, et par rapport à ce que vous disiez groupement d'employeurs. Vous avez dit 8 salariés. Vous avez dit plus de 8 salariés. Ça plus de 8 salariés, oui. Tout à fait. Voilà, ça s'adresse sur les structures de 1 à 10 salariés. Par contre, la subvention elle est de 5 000 euros pour les structures de moins de 3 salariés et de 8 000 euros pour les structures de moins de 10 salariés. Alors, j'avais bien compris. Hein. Ah, ok, d'accord. J'avais bien compris. Hein. Ouais, non, c'est grosso modo une structure de 10 salariés. Je dirais, en qualité de groupement d'employeurs, on n'est pas en difficulté, je dirais. Par contre, les structures qui quelque part portent financièrement ces emplois, elles risquent d'être en difficulté à la rentrée. Donc, beaucoup d'associations m'alertent en me disant on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment. Voilà, je me demandais, est-ce que ces dernières pourraient solliciter ce type de fonds ou pas? Alors, vous m'avez répondu non, mais c'est juste qu'il faut qu'elles aient de l'emploi. Pour moi, c'est de l'emploi direct. Je peux demander confirmation parce que honnêtement, c'est un cas de figure très particulier. Et je peux prendre vos coordonnées et si vous pouvez me faire un petit message comme ça, je prends vos coordonnées et je me renseigne sur le sujet et je vous réponds. Comme ça, la réponse, elle sera claire. C'est vrai que ce cas de figure, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. D'accord. De l'emploi direct ou indirect. Donc là-dessus, je vais essayer d'avoir un élément une confirmation de réponse. Voilà, j'ai pas envie de vous dire une bêtise sur un cas particulier, j'ai pas envie de vous dire non arbitrairement, ça serait absurde. Donc je vais quand même demander confirmation. Merci. Merci, monsieur Barbet. Vous pouvez mettre peut-être votre adresse mail dans le chat. Ouais. Sinon, je l'ai et si vous ouais, et si besoin, et comme ça, je transmettrai. J'ai noté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir du coup? Oui, si je peux. Oui, Rodolphe Ponce. Oui, bonjour, je suis Rodolphe Ponce, je suis responsable de BGO Lot. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, une petite question, voire une remarque aussi. Donc, dernièrement, nous avons été en relation avec la mission locale. Emmanuel Serin, qui est notre consultant du Lot, je crois parler à Madame Rival, mais j'écorche peut-être son nom. Nous avons entendu, et elle nous a informé de la boussole des jeunes, un dispositif qui, je crois, a vocation à permettre une information la plus exhaustive possible auprès des jeunes et pour les jeunes, en lien avec le dispositif un jeune, une solution, etc., etc. Donc, si j'ai bien compris, il va falloir que
nous saisissions des éléments de notre offre sur cette plateforme et dans un deuxième temps, les jeunes pourront peut-être, en fonction de leurs problématiques, arriver jusque nous. Bon, ça, on l'a pas tout à fait fait ni compris, mais on va y arriver, il y a pas trop de problème. Après, la question que je voulais poser, c'est, je ne suis pas persuadé que la création d'activités soit le volet prioritaire pour les jeunes et pour insérer les jeunes et que ce soit parmi ces personnes-là qui est le plus de porteurs d'idées ou de projets. Encore que, parce que avec les yeux et les cerveaux de jeunes de 20 ans, ils voient le monde un peu différemment et du coup, ils peuvent avoir des projets que d'autres n'ont pas. Mais si toutefois on avait des personnes candidates à la création d'entreprise pour les accompagner, voire pour les former, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus en dehors du droit commun que BGE et d'autres structures mobilisent? Voilà, la question c'est en gros si on a des demandes via cette boussole ou pas d'ailleurs, est-ce que le plan de relance offre à des structures comme BGE et d'autres la possibilité de prendre en charge ces personnes? Mais je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Je peux peut-être répondre. Donc, dans le cadre de la boussole des jeunes, effectivement, c'est un applicatif qui va renseigner les jeunes sur l'offre disponible. Je veux dire, c'est tout ça, mais ça n'est que ça. Voilà. Donc, c'est un réseau d'information sur des aides spécifiques à destination des jeunes pour la création d'entreprises. De mon point de vue et à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif particulier dans le cadre du plan jeune. En revanche, dans le cadre du plan jeune, un jeune, une solution, on a un renforcement des formations dans le cadre des PIC, dans le cadre des formations PIC, donc des formations qui sont financées par la région. Le PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences avec donc pas mal d'axes, enfin de types d'actions, et on a tout un volet formation, et l'État, dans la mise en œuvre de ce plan d'investissement dans les compétences, délègue des fonds et des enveloppes conséquentes au conseil régional pour qu'il puisse développer un certain nombre d'actions. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que dans le cadre de ces formations qui sont développées par la région, on ait des formations à destination des demandeurs d'emploi qui seraient des créateurs d'entreprises. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément répondu à votre question, et jeunes. Mais on peut retrouver quand même ces accompagnements-là via les PIC. D'accord, c'est une piste à creuser, mais je vous remercie. Je vous en prie. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou signaler quelque chose aussi? Je pense que vous me disiez, Madame Thur, tout à l'heure, si vous avez des difficultés ou qui pourraient être aplanies, d'en faire état maintenant, ça peut être aussi intéressant. Monsieur Basson, oui? Oui, bonjour à tous. Moi, je souhaitais intervenir pour, dans le cadre du plan de relance, de penser aussi à la clause d'insertion. Avec le soutien de l'État aux collectivités locales, notamment donc, du coup, dans le cadre des projets des collectivités locales, et du coup l'insertion de clauses sociales donc, dans les marchés publics de travaux qui vont soutenir notamment tout le secteur du BTP, par exemple, donc la clause sociale qui va permettre d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est voilà, je tenais à le rappeler que c'est un outil important de la cohésion sociale, de l'emploi et notamment de l'emploi des personnes les plus fragiles. Donc au niveau des services de l'État dans le Lot et en Occitanie, c'est piloté par Toulouse Métropole Emploi avec qui je travaille en partenariat, donc qui me transmet donc les marchés faisant l'objet d'une clause d'insertion, et aussi à l'échelle du département du Lot, c'est moi-même au sein de Coralie qui
pilote ce dispositif-là. Voilà. Et je voulais aussi rappeler que ce dispositif ne s'applique pas seulement qu'aux projets des collectivités, enfin, et des structures publiques, mais aussi qui peut être appliqué sur la création de projets structurants de la part notamment du secteur associatif. À titre d'exemple, donc, il y a l'association des jeunes aveugles Valentin Huy qui vient s'installer sur le territoire du Lot et qui, du coup, va, dans la construction d'un bâtiment tout neuf, va intégrer des clauses d'insertion. Je suis en contact avec eux. Voilà. Donc, du coup, donc, cette clause d'insertion permet aussi de faire le lien entre la commande publique, les structures d'insertion qui sont des structures qui la mettent en œuvre, qui proposent, qui travaillent, qui proposent donc des salariés auprès des entreprises, et du coup les entreprises qui aussi permettent, amènent vers l'insertion aussi professionnelle de publics éloignés de l'emploi. Vous voulez réagir peut-être, Madame Massoula ou Madame Thieu? Non, sinon partager effectivement que le fait que les clauses d'insertion sont du droit commun et qu'elles doivent effectivement être, voilà, c'est un outil aussi à utiliser et à abuser. Très bien. Madame Massoula, ouvrez votre micro, on ne vous entend pas. Oui, c'était juste effectivement pour aller dans le sens de ce qui était dit précédemment. Ah, c'est à nouveau coupé. C'est à nouveau coupé, on ne vous entend pas. Voilà, donc effectivement, c'est un outil connu et reconnu d'insertion sociale et d'insertion professionnelle durable. Oui, oui, oui. Et notamment, effectivement, dans le BTP. Et on a la chance d'avoir dans le département du Lot des structures d'insertion qui travaillent sur le BTP, donc avec une source possible aussi un sourcing possible. Oui, effectivement, il y a tout intérêt à stimuler encore plus. Je pense que c'est souvent une des actions de l'ESS, le développement de ces clauses, aussi bien sur les marchés publics que sur les autres, puisqu'elles sont prescriptrices de travail pour les structures d'insertion par l'activité économique sur ces métiers-là. Voilà. Alors, peut-être juste compléter. Alors, sur la clause sociale, donc effectivement, on a parlé des structures de l'IAE, mais ce n'est pas forcément que des personnes qui sont des personnes issues de l'IAE. Ça peut être des demandeurs d'emploi qui sont chez Pôle emploi, Cap emploi ou la mission locale. Hein, ce n'est pas réservé aux structures de l'IAE. Et juste rajouter que tout à l'heure, je vous ai parlé du pacte ambition IAE. Dans le cadre de cette réforme de l'IAE, il n'existe plus aujourd'hui d'agrément, comme c'était le cas précédemment, de Pôle emploi. Donc, on a une gamme de prescripteurs beaucoup plus large qui peuvent envoyer leurs ressortissants ou les personnes qu'elles accompagnent vers les structures de l'IAE. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je me permets, c'est encore Rodolphe, oui, pense. Oui. Je me permets, je regardais par rapport à ce qui a été dit par Madame Thur tout à l'heure sur le dispositif et les conseillers numériques. En fait, dans le cadre de nos activités, que ce soit les porteurs de projets que nous rencontrons ou les entrepreneurs de toutes petites structures dans le Lot ou ailleurs, ils sont concernés par ces problématiques d'utilisation du numérique, voilà, à tous les niveaux, hein. Et vous savez bien que les entrepreneurs sont soumis à des déclarations obligatoires sur tel ou tel extranet, et on rencontre des personnes qui ont des difficultés. Est-ce que ce dispositif s'adresse surtout à des particuliers pour aller, par exemple, quand c'est pas planté sur l'ENT, suivre la scolarité de ses enfants, ou ça s'adresse aussi éventuellement à des travailleurs indépendants et des responsables de petites structures? Est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça? Alors,
L'inclusion numérique telle que je vous l'ai décrite sur les conseillers numériques sur le territoire, c'est les collectivités, les EPCI, les associations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui peuvent y prétendre. Donc, ce n'est pas forcément, en fait, c'est pas du tout le privé, là, c'est vraiment des structures publiques, voire, oui, il y a des associations, donc non, c'est pas du privé. Hein. Et là, il faut que vous puissiez vous mettre rejoindre en fait la plateforme pour déposer un dossier. Oui, je viens de le lire, oui, j'ai vu. Voilà. Bon, ok, merci. Mais c'est destiné à former des personnes qui accompagneront le grand public. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ça, il me semblait bien. Est-ce qu'il y a d'autres... On ne m'entend plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est terminé. Bon, on est pile dans notre timing, me semble-t-il, 15h29. Bon, vous l'avez compris, ce n'est pas une fin, mais un début, ce webinaire, hein, puisque Madame Laurence Thur, mais aussi, bien sûr, Madame Béatrice Massoulard vous ont donné les points d'entrée par lesquels vous pourrez les contacter et vous rapprocher au plus près des personnes qui vont étudier les dossiers de ce plan de relance. Il me restait à vous dire également que l'enregistrement sera mis, pas tout à fait tout de suite, mais dans quelques jours sur notre site internet, que nous allons aussi vous faire suivre les liens vers les différents dispositifs ou ce qui a été évoqué pendant ce webinaire et qui pourrait vous être utile. Étant donné que nous avons vos mails, on va pouvoir vous envoyer cette information. Et je crois que je vous ai tout dit. Je remercie aussi Madame Thur de nous avoir proposé, nous, la CRES, d'être sur le tour de table du comité de pilotage. Moi, évidemment, je ne suis pas décisionnaire, mais je vais en référer. Je vous remercie de l'invitation. Et dans ce cas-là, si nous devions donc confirmer notre participation, nous prendrons langue avec les structures de l'ESS, l'écosystème qui était présent aujourd'hui et ceux qui ne l'étaient pas, pour effectivement ne pas arriver seul, mais remonter les demandes qu'il pourrait y avoir sur le terrain, puisque si j'ai bien compris, ce serait notre rôle de pouvoir être porte-voix des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est tout à fait ça, il faut que vous soyez un relais en fait et diffuser au plus près des personnes concernées les informations et nous faire aussi remonter de l'information parce que c'est aussi important. Comme je disais, on est à l'écoute bien évidemment des problèmes que pourraient rencontrer les associations ou les entreprises. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vais faire le lien. Et voilà, je vous dis au revoir. Merci à tous d'avoir participé. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous en contact avec d'autres structures de l'ESS et c'était le but, c'est ce qui avait été demandé, d'avoir essentiellement des structures qui pouvaient relayer l'information. Donc, n'hésitez pas, quand vous l'aurez, vraiment à diffuser dans vos réseaux pour qu'il y ait un maximum de structures qui puissent bénéficier de ces aides. Je vous dis bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci, merci, au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous.